Un héros noir abattu par un coup raciste dans un tribunal? Et si c'était votre père qu'on brisait? Avant de plonger dans cette tempête d'injustice qui vous fera trembler de rage, si vous croyez que la vérité doit triompher, tapez un dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez pour faire entendre ce cri. Si vous doutez, un simple like nous aide à dénoncer l'oppression. Restez jusqu'au bout. Un rebondissement explosif vous attend. Dans l'enceinte sacrée du palais de justice de Shelby, à Memphis, Tennessee, une scène ignoble déchire l'âme de la justice. L'officier blanc, Derek Vaughan, regard empoisonné par la haine, assène un coup de botte brutal dans la poitrine de Malik Turner, un C. Bin Seal noir de 60 ans, le projetant contre le sol de marbre. Sale noir, dégage de mon tribunal! Rugit-il, ses mots comme des lames rouillées, lacérant la dignité d'un homme venu porter des preuves pour sauver son ami. Malik, vêtu d'un simple manteau gris, n'a rien d'un criminel. Il est un héros décoré, mais pour Vaughan, sa peau est un crime. Un détail glaçant attise la fureur. Une caméra corporelle cachée sur Malik, activée par un vétéran discret, enregistre chaque seconde de cette barbarie raciste. La foule, complice par son silence, murmure des insultes. Ces gens-là n'ont pas leur place ici. Dans ce temple de la République américaine, où l'égalité devrait régner, le coup de Vaughan n'est pas qu'une agression, c'est une déclaration de guerre contre la justice. La rage de Malik, une tempête contenue, pulse dans son sang, nourri par des décennies d'humiliation raciale. Blessé mais inflexible, il incarne une révolte prête à faire trembler les fondations d'un système corrompu. Alors que l'écho du coup de botte raciste de Derek Vaughan contre Malik Grant résonne encore dans les couloirs du palais de justice de Shelby, à Memphis, une tension suffocante envahit le hall, comme si le marbre lui-même vibrait sous la colère contenue. Malik, loin de s'effondrer sous la violence, se redresse lentement, le sang coulant de sa lèvre fendue, chaque goutte un témoignage de l'injustice qu'il endure. La douleur dans ses côtes, aiguë et brûlante, n'est qu'un murmure face à la rage incandescente qui bouillonne en lui, nourrie par des décennies de mépris racial. Ses yeux, profonds comme des puits d'acier, se plantent dans ceux de Vaughan avec une intensité qui fait vaciller l'arrogance de l'officier. Tu crois que ton badge te donne le droit de me briser? Lance-t-il, sa voix grave vibrant d'une fureur contenue, chaque syllabe un éclat de défi. Dans ce sanctuaire où les idéaux d'égalité devraient régner, l'acte de Malik est une déflagration, un refus absolu de plier face à l'oppression. Dans l'ombre du hall, la foule, pétrifiée, retient son souffle. Vaughan, fort de son uniforme et de son pouvoir autoproclamé, tente de reprendre l'ascendant. Un noir qui joue les durs? Ricane-t-il, sa voix dégoulinante de mépris raciste. Reste à ta place, vieux. Il s'avance, menaçant, sa main frôlant son arme, comme pour rappeler à tous qui domine. Mais Malik ne recule pas. Il ajuste son manteau déchiré, ignorant la douleur qui lui déchire le flanc, et se tient droit, une statue de dignité face à la barbarie. Ma place? Rétorque-t-il, sa voix gagnant en puissance, résonnant dans le hall comme un verdict. Je l'ai gagné dans des champs de bataille où des hommes comme toi n'auraient pas survécu une heure. Ces mots, chargés d'une colère sacrée, claquent comme un fouet, brisant le silence complice. Un détail inattendu fait monter la tension d'un cran. La caméra corporelle de Malik, activée secrètement, transmet l'agression en direct à un groupe d'anciens SEAL, ses camarades de guerre qui surveillent l'incident depuis un centre de commandement improvisé à quelques kilomètres. Leur chef, Leroy Jackson, un vétéran à la voix rocailleuse, suit chaque seconde, poing serré, prêt à intervenir si la situation dégénère. Cette connexion, un filet de sécurité invisible, donne à Malik une assurance froide, mais l'urgence est palpable. Dans le hall, un jeune garçon, Jamal, 9 ans, caché derrière un pilier, filme la scène avec son téléphone, ses petites mains tremblantes capturant l'outrage. Son père, employé de maintenance, l'avait emmené au tribunal pour voir la justice. Ce qu'il voit, c'est une leçon d'injustice, et sa vidéo, envoyée à un cousin blogueur, commence à circuler sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de hashtags #AFLA Justice pour Malik. Malik, conscient des regards qui le jugent, sent la vibration discrète de sa caméra corporelle, confirmant que ses alliés sont alertés. Il pense à sa mère, qui a cousu des uniformes pour des officiers blancs tout en subissant leurs insultes, à ses frères d'armes tombés pour une nation qui les méprise encore. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Dit-il à Vaughan, sa voix désormais un grondement sourd, comme un orage imminent.
Ce n'est pas moi que tu as frappé. C'est chaque homme, chaque femme que ton système a écrasé. Vaughn, déstabilisé par cette assurance, tente de répliquer, mais ses mots s'étranglent. Il sent, pour la première fois, le poids d'un regard qui ne fléchit pas, un regard qui promet sa chute. Soudain, un cri perce le silence depuis l'entrée du palais. « Arrêtez cet homme !» Une jeune journaliste, Clara Dubois, surgit, micro à la main, suivie d'une équipe de télévision. Les flashs crépitent, transformant le hall en une scène de théâtre où l'injustice raciale est mise à nu. Mais un élément dramatique intensifie l'atmosphère. Un vieil homme, Monsieur Leroux, ancien greffier, s'avance, tremblant, tenant un registre jauni. « J'ai vu ça trop souvent », murmure-t-il, la voix brisée. Il ouvre le livre, révélant une entrée de 1998. Un autre noir, battu par un officier sous les ordres de Vaughn, jamais poursuivi. Ce témoignage, capturé en direct, relie l'agression de Malik à une histoire plus vaste de violence raciale. La rage de Malik, loin de s'éteindre, s'amplifie, nourrie par chaque insulte, chaque regard de mépris, mais aussi par la mémoire collective des opprimés. Dans ce palais de justice, où la vérité devrait triompher, il n'est plus seulement un homme attaqué. Il est le symbole de toutes les voix étouffées, de tous les rêves brisés par la couleur de la peau. Vaughn, acculé, sent la foule se retourner. Une femme, qui avait d'abord murmuré des insultes, baisse les yeux, honteuse. Un adolescent crie « Honte à lui !» La tension devient presque palpable, comme si le hall lui-même retenait son souffle. Les sirènes des véhicules de police hurlent au loin, signalant l'arrivée imminente des renforts. Les flashs des caméras transforment l'incident en un scandale national. Malik, toujours debout, sent sa colère se cristalliser en une promesse. Non seulement faire tomber Vaughn, mais exposer le système qui l'a protégé. Memphis, ville de musique et de combat pour les droits civiques, tremble sous l'impact de ce moment historique où un héros noir, cible d'une haine raciale, se dresse comme une force inarrêtable contre l'injustice. Alors que les cris des journalistes et le tumulte des flashs illuminent encore le hall du palais de justice de Shelby, à Memphis, où Malik Turner a défié Derek Vaughn avec une dignité inébranlable, une onde de choc traverse l'Assemblée, comme si la vérité elle-même menaçait de faire s'écrouler les murs. Dans ce chaos, un silence soudain s'impose, brisé par une voix grave et autoritaire qui résonne depuis l'entrée du tribunal. Colonel Henri Dubois, un vétéran blanc à la carrure imposante, décoré pour son courage en Irak, s'avance, son regard perçant fixé sur Vaughn. « Cet homme que vous avez frappé, tonne-t-il, pointant Malik du doigt, est Malik Turner, chef d'équipe SEAL 4, qui m'a porté sur son dos à travers un champ de mines à Bagdad. » Ces mots, prononcés avec une force brute, explosent comme une grenade dans l'enceinte sacrée où l'équité devrait régner. Ce révélation est un coup de tonnerre. Vaughn, dont l'arrogance raciale dominait jusqu'alors, blêmit, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tente de cacher son désarroi. La foule, figée, oscille entre stupeur et indignation. Dans ce temple de la justice, l'idée qu'un héros noir, un homme ayant risqué sa vie pour son pays, ait été brutalisé pour sa couleur de peau est une blessure ouverte. Malik, immobile, sent la douleur de ses côtes s'effacer face à la puissance de ce moment. Ses yeux, encore marqués par le sang séché, rencontrent ceux de Dubois, et un échange silencieux scelle leur lien forgé dans la guerre. « Tu pensais que je n'étais qu'un noir de plus à humilier ?» lance Malik à Vaughn, sa voix un mélange de fureur et de défi. « Tu viens d'attaquer un homme que la mort n'a pas pu arrêter. » Un détail dramatique intensifie la tension. Parmi les spectateurs, un ancien camarade de Malik, Samuel Reed, un SEAL à la retraite, sort un insigne usé de sa poche, un trident SEAL, identique à celui de Malik. Il le brandit devant la foule, sa voix tremblante de rage. « Cet insigne, Malik l'a gagné en sauvant des vies, pendant que des lâches comme vous jouaient les tyrans. » Ce geste, capté par les caméras de Clara Dubois, devient un symbole de résistance. La foule, jusque-là passive, se fissure. Une femme qui avait murmuré des insultes racistes baisse les yeux, rongée par la honte. Un adolescent, poing serré, crie « C'est un héros !» Le murmure d'indignation devient un grondement collectif, une vague prête à tout emporter. Mais ce n'est pas seulement l'héroïsme de Malik qui alimente la fureur. Un rebondissement inattendu secoue la salle. Une employée du tribunal, Marianne Fields, s'avance, tenant un registre confidentiel qu'elle a subtilisé dans les archives. « J'ai trouvé ça hier »,
murmure-t-elle, la voix brisée. Elle ouvre le document, révélant une note manuscrite de Vaughn datant de 2015, où il ordonne à un collègue « Pas d'enquête sur les Noirs, ça complique les stats ». Cette preuve, projetée sur un écran par l'équipe de télévision, déclenche un tollé. Les spectateurs scandent « Justice ». Une pancarte surgit dans la foule. « Stop au racisme policier ». La vidéo de l'agression, désormais virale grâce à Jamal, s'accompagne de hashtags comme Malik Estuneros, transformant l'incident en un cri de ralliement national. Malik, au centre de cette tempête, sent la vibration de sa caméra corporelle, signalant que ses camarades SEAL, menés par Leroy Jackson, sont prêts à intervenir si nécessaire. Il pense à ses ancêtres, à ceux qui ont marché sous les chaînes, à ses frères d'armes tombés pour une nation qui les trahit encore. « Tu croyais que ton coup me définirait ?» lance-t-il à Vaughn, sa voix grondante comme un orage. « Il te définit, toi, et tous ceux qui t'ont laissé faire. » Vaughn, acculé, tente un sourire narquois, mais ses yeux trahissent sa peur. Il sent le regard collectif peser sur lui comme une sentence. Un autre élément dramatique fait basculer la scène. Un homme d'âge mûr, Monsieur Carter, spectateur discret, s'approche tenant une photo jaunie. « Mon fils », dit-il, la voix tremblante. Vaughn l'a battu en 2009, l'appelant « sale singe », et personne n'a rien fait. La photo, montrant un jeune homme tuméfié, est brandie devant les caméras, liant l'agression de Malik à une litanie d'injustices raciales. Les journalistes, flairant un scandale, braquent leur micro, tandis que les manifestants dehors, désormais des centaines, scandent le nom de Malik avec une ferveur croissante. Dans ce palais de justice, où la vérité devrait triompher, l'injustice raciale est exposée sans phare. Les murs, témoins de décennies de silence, semblent vibrer sous la révolte. Malik, au cœur de cette arène, n'est plus une victime. Sa rage, une flamme inextinguible, se mue en une force implacable. Il pense à chaque médaille gagnée dans le sang, à chaque regard méprisant essuyé dans son propre pays. « Tu croyais que ta violence me réduirait au silence ?» demande-t-il, sa voix vibrant d'une fureur sacrée. « Tu te trompes, elle m'a rendu invincible. » Vaughn, désormais seul, sent le poids des regards accusateurs. Les sirènes hurlantes des véhicules de police se rapprochent, signalant l'arrivée d'une unité spéciale. Memphis, ville de lutte et de droits civiques, assiste à un moment historique où un héros noir, cible d'une haine raciale, se dresse comme une force de la nature, prêt à faire tomber un système corrompu. Alors que l'écho de la voix du colonel Henry Dubois, révélant l'héroïsme de Malik Turner, résonne encore dans le palais de justice de Shelby à Memphis, où la foule oscille entre choc et indignation. Une vague d'énergie brute envahit le hall, comme si les murs eux-mêmes tremblaient sous l'impact de la vérité. Les flashs des caméras et les cris des journalistes amplifient l'atmosphère. Mais un grondement sourd s'élève soudain depuis l'extérieur où des manifestants affluent, leurs pancartes brandies comme des armes. Dans ce tumulte, une jeune femme, Talia Brooks, étudiante en droit de 22 ans, se tient discrètement près d'une colonne, son téléphone vibrant dans sa poche. Elle a capturé chaque seconde de l'agression raciste de Derek Vaughn contre Malik et d'un geste rageur, elle télécharge la vidéo sur une plateforme publique, lançant un hashtag qui deviendra une torche. Yaks Justice pour Malik. Cette action, un cri numérique contre l'injustice, embrase Memphis et au-delà, transformant l'incident en un scandale national. La vidéo, brute et sans filtre, montre Vaughn frappant Malik avec une violence gratuite, ses mots racistes. « Sale noir, dégage !» capté par la caméra corporelle de Malik, toujours active. En quelques heures, elle atteint des millions de vues, chaque partage amplifiant la fureur collective. Sur Twitter, des extraits ralentis dévoilent le mépris dans les yeux de Vaughn, la dignité de Malik se relevant et le silence coupable de la foule. Les hashtags « Lopez, Malik est un héros » et « Un stop racisme policier » dominent les tendances, tandis que des mèmes juxtaposent l'image de Vaughn à des slogans comme « La justice a-t-elle une couleur ?» Une vieille interview de Vaughn, exhumée par un blogueur local, le montre vantant une main ferme pour les quartiers chauds, une allusion à peine voilée aux communautés noires. Ces images, relayées par CNN et France 24, déclenchent une onde de choc. Comment un héros décoré peut-il être traité comme un criminel? S'indigne un commentateur, sa voix tremblante d'émotion. Un rebondissement inattendu attise la tempête. Un groupe de hackers anonymes, les ombres de Memphis,
revendique avoir intercepté des courriels internes du commissariat, révélant que Vaughn a été protégé par un supérieur, capitaine Roger Holt, qui a classé sans suite 3 plaintes contre lui pour brutalité raciale. Ces courriels, publiés sur un forum public, deviennent viraux, accompagnés d'un message « Pour Malik, pour la vérité ». La foule devant le tribunal, désormais des milliers, scande « Pas de justice, pas de paix ». Une pancarte tenue par une adolescente proclame « Malik a saigné pour nous, nous saignons pour lui ». Cette mobilisation, retransmise en direct, transforme Memphis en un épicentre de révolte contre le racisme systémique. Talia, submergée par l'impact de sa vidéo, reçoit des menaces anonymes. « Arrête, ou tu finiras comme lui ». Mais sa rage, nourrie par des années de témoignages familiaux sur l'injustice raciale, la pousse à continuer. Elle contacte un réseau de militants, les Veilleurs de la Vérité, qui amplifient la diffusion de la vidéo, atteignant des chaînes internationales. Un détail dramatique intensifie l'atmosphère. Un ancien collègue de Malik, Jérôme Hayes, un vétéran SEAL, fait irruption dans le hall, brandissant une médaille de la Navy Cross appartenant à Malik. « Ça, c'est ce qu'il a gagné pour sauver des vies », rugit-il, jetant la médaille aux pieds de Vaughn. Ce geste, capté par les caméras, devient un symbole de défi, brisant l'arrogance de l'officier. Dans ce palais de justice, où l'équité devrait triompher, la vidéo de Talia expose une vérité hideuse. Un système qui protège les abuseurs comme Vaughan, tout en piétinant des héros comme Malik. Les manifestants dehors, désormais rejoints par des pasteurs, des étudiants et des vétérans, forment une mer humaine. Leurs voix unies dans un chant de gospel transformé en hymne de révolte. « Ain't gonna let nobody turn me around ». Un autre rebondissement secoue la scène. Une femme, Madame Ellis, s'avance dans la foule, tenant une lettre écrite par son frère, victime de Vaughn en 2012. « Il m'a frappé, m'appelant singe, et ils ont dit que j'avais menti », lit-elle, la voix brisée. Cette lettre, filmée en direct, relie l'agression de Malik à une litanie d'injustice. Malik, au cœur de cette tempête, sent la vibration de sa caméra corporelle, confirmant que ses camarades SEAL surveillent la situation. Il pense à son père, un ouvrier qui a subi les humiliations raciales, à chaque médaille gagnée dans le sang. « Tu croyais que ta violence me ferait taire ?» lance-t-il à Vaughn, sa voix grondante comme un tonnerre. « Elle a réveillé une nation !» Vaughn, acculé, tente un rictus, mais ses yeux trahissent sa peur. Il sent le regard collectif, implacable, comme une sentence imminente. Les sirènes des véhicules de police hurlent, signalant l'arrivée des autorités. Les flashs transforment l'incident en un scandale mondial. Talia, toujours dans l'ombre, regarde son téléphone, où les notifications affluent, des messages de soutien, mais aussi des menaces. Elle pense à sa grand-mère, qui a marché avec Martin Luther King, et murmure « On continue ». Memphis, ville de musique et de combat pour les droits civiques, devient le théâtre d'un soulèvement où une vidéo, née de la rage d'une étudiante, met à nu un système corrompu, porté par un héros noir qui refuse de plier. Alors que la tempête médiatique déclenchée par la vidéo de Talia Brooks embrase Memphis, où le hashtag Justice pour Malik galvanise des millions de voix contre l'injustice raciale, une foule compacte envahit la place devant le palais de justice de Shelby, leurs pancartes scintillant sous les projecteurs des caméras. Dans ce chaos vibrant, Malik Turner, retiré dans un bureau austère du tribunal, fixe un écran où défile une preuve cruciale. Une vidéo de surveillance qui pourrait laver l'honneur de son ami, Jaden Carter, un vétéran amputé accusé à tort d'avoir volé un portefeuille lors d'un contrôle policier. Les images, captées par une caméra d'un magasin de Beale Street, montrent Jaden en fauteuil roulant, tentant d'arrêter un voleur à vélo qui venait d'arracher le portefeuille d'une passante, Madame Louise Harper. Au lieu d'être remercié, Jaden est menotté par des officiers, dont l'un murmure « Les Noirs comme toi, toujours à causer des problèmes ». Cette injustice, ancrée dans un préjugé raciste, attise la rage de Malik, une flamme qui menace de consumer tout sur son passage. Dans la pénombre du bureau, entouré de dossiers jaunis et de rapports falsifiés, Malik sent la douleur de ses côtes, souvenir du coup de Derek Vaughan, se mêler à une fureur méthodique. Il sait que cette vidéo n'est qu'un fragment d'un système corrompu. Un informateur anonyme, employé du magasin, lui a transmis une clé USB contenant non seulement la vidéo, mais aussi un courriel interne où Vaughan ordonne « Effacez les enregistrements, pas besoin de complications avec ce genre de type ». Ce détail, une preuve accablante, révèle une conspiration pour étouffer la vérité.
Malik décide de creuser plus loin. Il contacte Nadia Khalil, une experte en cybersécurité et ancienne militaire, qui a déjà déjoué des tentatives de piratage policier. À l'aide d'un logiciel de récupération, elle extrait des données effacées d'un serveur local, dévoilant 5 autres cas où des Noirs innocents ont été accusés à tort sous les ordres de Vaughn. Chaque fichier retrouvé est une blessure ouverte, un cri d'injustice étouffé par un système qui préfère l'ombre à la lumière. Un rebondissement dramatique intensifie l'enquête. Une nuit, alors que Malik fouille les archives du tribunal, un bruit suspect résonne dans le couloir. Une ombre glisse sous la porte et une alarme se déclenche. Malik, rapide, cache la clé USB dans une fissure du mur et s'échappe par une fenêtre arrière, son cœur battant à tout rompre. Le lendemain, un message anonyme arrive sur son téléphone. Arrête ou tu finiras sous terre. Cette menace, loin d'intimider Malik, attise sa fureur. Il pense à Jaden, à sa jambe perdue en Afghanistan, à chaque vétéran trahi par un pays qu'ils ont servi. Avec l'aide de Nadia, il trace le message jusqu'à un ancien collègue de Vaughn, Officer Lyle Crane, connu pour intimider les témoins. Cette découverte, une preuve de collusion, transforme l'enquête en une chasse à l'homme. Malik rencontre Madame Harper dans un parc discret, loin des regards. La vieille dame, émue, confirme les images. Jaden m'a sauvé. Il a tout risqué pour moi. Elle ajoute un détail poignant. Un officier, identifié comme Crane, a ricané en menottant Jaden. Un noir en fauteuil, ça doit cacher quelque chose. Ce témoignage, simple mais dévastateur, galvanise Malik. Il ordonne une analyse des caméras de surveillance autour de Beale Street, malgré le risque que les données soient effacées après 7 jours. Nadia, piratant un serveur municipal, récupère une vidéo floue mais cruciale, montrant le voleur s'enfuyant et Jaden le poursuivant. La dernière image, Jaden rendant le portefeuille, scelle son innocence. Cette preuve, arrachée à l'oubli, est un cri de vérité dans une ville où la justice est trop souvent aveugle. Mais Malik ne s'arrête pas là. Sa rage, une force créatrice, le pousse à élargir l'enquête. Il ordonne l'examen de toutes les arrestations similaires à Shelby, révélant un schéma alarmant. 68% des jeunes noirs arrêtés pour délits mineurs n'avaient aucune preuve contre eux, mais étaient condamnés sur des présomptions raciales. Ces chiffres, projetés lors d'une conférence publique, déclenchent un tollé. Les réseaux sociaux s'enflamment avec le hashtag Libérez Jaden, tandis qu'une veillée est organisée par les veilleurs de la vérité, où des familles brandissent des photos de victimes oubliées. Une adolescente, Aïcha, prend la parole. Jaden est mon oncle. Il m'a appris à ne jamais baisser les yeux. Son discours, retransmis en direct, devient viral, amplifiant la révolte. Un nouveau rebondissement fait monter la tension. Une ancienne collègue de Vaughn, officier Claire Monroe, contacte Malik en secret, terrifiée. Elle remet un enregistrement où Vaughn se vante. Les Noirs, on les coince. Point final. Cette preuve, ajoutée à la vidéo, forme un dossier accablant. Malik, sentant le poids de chaque injustice, pense à sa sœur, harcelée par des officiers dans sa jeunesse, à chaque porte fermée à cause de sa peau. Ce n'est pas seulement Jaden que tu as accusé, murmure-t-il, sa voix vibrante de fureur. C'est chaque âme que ton système a brisée. Alors que la vidéo de Jaden et les preuves contre Vaughn circulent, transformant Memphis en un foyer de soulèvement, Malik ne se repose pas sur cette victoire. Dans une salle d'archives encombrée, il entreprend une croisade pour démanteler le système qui a permis à Vaughn de prospérer. Sa première action est radicale. Rouvrir 22 plaintes classées sans suite, impliquant Vaughn, enfoui dans les sous-sols du commissariat. Ces dossiers, certains vieux de 15 ans, racontent des histoires de violences racistes. Un adolescent noir battu pour avoir filmé un contrôle, une femme maghrébine humiliée pour avoir demandé un mandat, un père de famille menacé devant ses enfants. Chaque page est une cicatrice, chaque signature de Vaughn un affront à la justice. Malik, mu par une rage froide, ordonne une analyse des plaintes par une équipe indépendante, incluant des avocats des droits civiques, des sociologues et des victimes d'abus. Un détail saisissant émerge. 16 des 22 plaintes coïncident avec les périodes où Vaughn recevait des promotions pour efficacité. Cette corrélation, révélée lors d'une conférence de presse, choque la ville. Une plainte, écrite par une mère, raconte « Vaughn m'a dit que si je parlais, mon fils disparaîtrait ». Ces mots, lus par Malik, font trembler l'auditoire. Un rebondissement dramatique intensifie l'enquête. Un soir,
Malik reçoit un colis anonyme contenant une cassette audio de 2016, où un supérieur de Vaughan déclare « Laissez-le faire, il nettoie les rues ». Cette preuve, transmise par un ancien greffier repenti, dévoile un réseau de complicité. Malik ordonne la création d'un registre transparent, un système numérique où chaque interaction policière est enregistrée et accessible aux citoyens. Baptisé Lumière sur Shelby, il permet des signalements anonymes, brisant le mur de silence qui protégeait Vaughan. En 72 heures, 189 plaintes affluent, détaillant des abus raciaux. Les réseaux sociaux s'embrasent avec le hashtag Lumière sur Shelby, tandis qu'une manifestation massive envahit Beale Street, où des gospels deviennent des hymnes de révolte. Un étudiant, Malcolm, déclare « Vaughan m'a frappé parce que j'ai dit non. Malik nous rend notre voix. » Cette révolte, retransmise en direct, ébranle les autorités. Un dernier rebondissement secoue Memphis. Une femme, Madame Rosa Tate, s'avance lors d'un rassemblement, tenant un journal de son fils, victime de Vaughan en 2007. « Il m'a traité de déchet noir avant de me casser le bras », lit-elle. Ce témoignage, filmé, devient un symbole de la douleur collective. Malik, au cœur de cette tempête, sait que chaque plainte rouverte est une promesse. Il pense à son grand-père, un militant des droits civiques, et murmure « On ne s'arrête pas ». Sa rage, une force créatrice, allume une étincelle qui transforme Memphis en un symbole de justice renaissante. Alors que les rues de Memphis vibrent sous les chants de révolte et que les pancartes « Liba, lumière, Sir Shelby » illuminant la nuit, ou la vidéo innocentant Jaden Carter et les preuves contre Derek Vaughan, alimentent une indignation nationale. Une fracture profonde déchire la ville. La vidéo de l'agression brutale de Malik Turner par Vaughan, captée dans le palais de justice de Shelby, devient un étendard de la lutte contre le racisme systémique. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Malik domine, avec des millions de partages dénonçant l'injustice raciale. Mais dans ce tumulte, une contre-réaction venimeuse émerge, attisant une polarisation explosive dans une Memphis déjà à vif. La vidéo, visionnée plus de 50 millions de fois, montre Vaughan frappant Malik avec une sauvagerie raciste, ces mots « Sale noire, dégage !» résonnant comme un coup de poignard. Relayée par des chaînes comme MSNBC et Al Jazeera, elle déclenche une onde de choc mondial. Sur Twitter, des extraits amplifient chaque détail sordide. Le mépris dans les yeux de Vaughan, la dignité de Malik se relevant, le silence complice de la foule. Des mèmes juxtaposent l'image de Vaughan à des slogans. La justice est-elle réservée aux Blancs? Une interview exhumée de Vaughan, où il déclare « Certains quartiers ont besoin d'une poigne de fer, vous savez qui je vise », devient une arme contre lui. Les commentaires fusent, honte à Memphis. Mais un rebondissement inattendu attise la controverse. Une fuite révèle que Vaughan recevait un soutien financier secret d'un groupe suprémaciste blanc local, les Fils de Dixie, pour contrôler les communautés noires. Cette information, publiée par un journal clandestin, transforme l'affaire en un scandale politique national. Pourtant, une minorité bruyante, principalement des habitants blancs des quartiers cossus, se mobilise pour défendre Vaughan. Dans des groupes Telegram comme Soutien à Vaughan, qui atteint 20 000 membres en 3 jours, des messages racistes pullulent. Les Noirs provoquent toujours, Vaughan a fait son boulot. Certains diffusent une vidéo truquée, montrant Malik entrant dans le tribunal avec un air menaçant, prétendant qu'il a orchestré l'incident pour se victimiser. Ces théories conspirationnistes, amplifiées par des sites d'extrême droite, accusent Malik d'exploiter sa couleur de peau pour détruire un héros policier. Une pétition réclamant la réintégration de Vaughan recueille 12 000 signatures, accompagnée de commentaires haineux. Il protégeait notre ville des racailles. Cette polarisation déchire Memphis, où des contre-manifestations éclatent, opposant des drapeaux confédérés à des pancartes antiracistes. Une nuit, des cocktails Molotov sont lancés sur une église noire, avec un graffiti. « Malik, tu vas payer ». Ces actes, filmés et partagés, attisent la fureur des manifestants, qui organisent une marche silencieuse de 10 000 personnes, tenant des bougies sous la pluie. Un incident dramatique fait basculer l'atmosphère. Lors d'une manifestation, un étudiant noir, Kwame Jones, est attaqué par des partisans de Vaughan, qui le frappent en criant « C'est pour ton héros noir !» La scène, captée par un drone militant, devient virale, provoquant une indignation internationale. Des intellectuels, comme Fatima Diallo, publient une tribune dans The Guardian.
Memphis est le miroir d'une Amérique qui doit choisir l'égalité ou la haine. Cette fracture pousse le maire à suspendre temporairement les audiences liées à Jaden, citant des tensions communautaires. Mais cette décision galvanise les manifestants, qui envahissent Beale Street, scandant « Pas de justice, pas de paix ». Une vieille femme, Madame Clara Bell, prend la parole. Mon père a marché avec King. Aujourd'hui, je marche pour Malik. Sa voix, brisée mais puissante, devient un symbole de résistance. Un rebondissement inattendu intensifie la tension. Une ancienne victime de Vaughn, Marcus Tate, organise une conférence de presse, révélant un tatouage de les fils de Dixie sur le bras de l'officier, aperçu lors d'une arrestation en 2018. Cette preuve visuelle, partagée sur Instagram, relie Vaughn à un réseau extrémiste, déclenchant une enquête fédérale. Les réseaux sociaux s'enflamment, avec des hashtags comme Maffer Malik contre la haine. Talia Brooks, au cœur de cette tempête, reçoit des menaces de mort. « Tais-toi ou tu brûleras ». Mais sa rage, nourrie par les récits de sa famille sur l'ère Jim Crow, la pousse à organiser un direct sur Twitch, où elle lit des témoignages de victimes de Vaughn. Ce live, vu par 500 000 personnes, amplifie la révolte, transformant Memphis en un champ de bataille idéologique. Malik, observant les manifestations depuis une fenêtre du tribunal, sent sa colère se cristalliser. Il pense à chaque insulte raciale, à chaque médaille gagnée dans le sang, à chaque vie brisée par des hommes comme Vaughn. « Vous ne me ferez pas plier », murmure-t-il, sa voix vibrante d'une fureur sacrée. Sa présence, silencieuse mais inébranlable, devient un phare pour une ville en crise. Alors que Memphis vacille sous le poids de cette fracture raciale, où les flammes de la révolte menacent de tout consumer, Malik Turner se tient dans une salle d'interrogatoire sombre face à Derek Vaughn, menotté et brisé. L'officier, jadis arrogant, est désormais un spectre, ses yeux fuyants, sa chemise tachée de sueur. Derrière la vitre sans teint, Malik observe l'homme qui l'a attaqué, celui qui incarnait la haine raciale. Lorsqu'un enquêteur demande « Pourquoi avoir ciblé Malik ?», Vaughn bafouille. « Je pensais qu'il n'était personne. » Puis, dans un souffle rauque, il lâche. « Les Noirs comme lui ne devraient pas être là, pas si haut. » Cette confession, enregistrée, scelle son destin. Vaughn est condamné à 25 ans de prison pour agression, abus de pouvoir et discrimination raciale, un verdict prononcé dans une salle bondée où les murmures de satisfaction masquent une rage contenue. Un rebondissement saisissant marque le procès. Une lettre anonyme, glissée sous la porte de Malik, révèle que Vaughn agissait sous les ordres d'un haut fonctionnaire, Charles Dupont, qui manipulait les statistiques criminelles pour justifier des subventions fédérales. Cette piste, confirmée par un disque dur volé par les ombres de Memphis, déclenche une enquête du FBI, exposant un réseau de corruption impliquant des élus locaux. Malik, nommé à la tête d'une task force pour réformer la police, devient une figure nationale. Il instaure un conseil de vérité, où les citoyens examinent les plaintes contre les officiers, brisant l'impunité. Les données, publiées mensuellement, révèlent que 71% des plaintes visent des abus raciaux, un chiffre qui secoue l'Amérique. Mais la lutte de Malik est semée d'embûches. Des menaces affluent, des pneus crevés, des appels anonymes, une brique lancée dans sa fenêtre avec un mot « traître ». Une nuit, en rentrant chez lui, il remarque une camionnette noire qui le suit. Malik, alerte, bifurque dans une ruelle, échappant à une embuscade. Une analyse des caméras de rue révèle que le chauffeur, Travis Holt, est un cousin de Roger Holt, lié à les fils de Dixie. Ses intimidations, loin de le briser, attisent sa fureur. « Vous pensez m'arrêter ?» murmure-t-il, serrant un insigne cil. « J'ai survécu à pire. » Un dernier rebondissement secoue Memphis. Lors d'une audience publique, une femme, Loretta Hayes, s'avance, tenant un carnet de son fils, victime de Vaughn en 2005. « Il m'a traité de vermine avant de me casser la mâchoire », lit-elle, la voix tremblante. Ce témoignage, diffusé en direct, devient viral, symbolisant la douleur collective. Malik lance une plateforme, Voix de l'ombre, où les victimes soumettent leurs récits, garantissant une réponse officielle. En un mois, 638 témoignages affluent, forçant la réouverture de 59 dossiers. Memphis, jadis complice par son silence, change lentement. Des officiers sont suspendus, des victimes parlent,
et la ville commence à affronter son passé. Une nuit, Malik contemple Bill Street depuis son bureau. Les néons scintillent, mais l'obscurité persiste. Sur son bureau, un nouveau dossier l'attend. Une autre agression, un autre nom, une autre bataille. Il ferme les yeux et murmure. On continue. Sa rage, une force créatrice, allume une étincelle inextinguible. Un matin, une statue de bronze est dévoilée devant le palais de justice. Malik, assis, tient un dossier, son regard fixé sur l'horizon. L'inscription, simple, proclame. Il s'est levé sans crier. Il a ébranlé le monde. Pas de fanfare, juste une foule silencieuse. Vétérans, enfants, Talia avec son téléphone, Jaden en fauteuil roulant. Un garçon, Jamal, s'approche, dépose une fleur et murmure « Je veux être comme lui ». Memphis, ville de douleur et de rédemption, devient un symbole de justice, porté par un héros noir dont le silence a fait trembler une nation. L'histoire de Malik Turner, héros noir brutalisé dans un tribunal de Memphis, est un miroir des injustices raciales qui gangrènent encore nos sociétés. La première leçon est celle du courage face à l'oppression. Malgré l'agression raciste de Derek Vaughan, Malik se relève, non avec colère, mais avec une dignité forgée par des décennies de combat. Sa résilience nous enseigne que la force véritable ne réside pas dans la violence, mais dans le refus de plier face à l'humiliation. Comme le disait Victor Hugo, « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Malik incarne cette idée, celle d'une justice qui ne se soumet pas. La deuxième leçon est l'importance de la vérité amplifiée par la communauté. La vidéo de Talia Brooks, partagée par millions, montre que la technologie peut être une arme contre l'injustice. Chaque partage, chaque hashtag est un cri collectif qui brise le silence. Cette solidarité, portée par des vétérans, des étudiants, des anonymes, nous rappelle que le changement naît de l'union, pas de l'isolement. Comme l'écrivait Aimé Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Memphis, en se levant, refuse cette mort morale. Enfin, l'histoire de Malik enseigne la nécessité de réformer les systèmes corrompus. En rouvrant les plaintes, en créant des plateformes transparentes, Malik transforme sa douleur en action. Sa statue, gravée d'un message simple, symbolise une vérité universelle. Le silence des justes est plus fort que les cris des oppresseurs. Cette leçon nous interpelle. Face à l'injustice, chacun doit choisir, se taire ou se lever. Malik a choisi, et son héritage nous sommes d'en faire autant.